Alors non, il n'est pas vraiment possible d'annuler la précommande de la Mégane électrique, mais c'est pas bien grave puisque la précommande n'avait strictement rien d'engageant. Le seul document engageant concernant cette voiture, c'est le bon de commande normal, comme tout à chacun peut le faire, en allant chez son concessionnaire. Donc même la lettre d'intention que j'ai signée en début d'année qui me rappelle un engagement de commander et d'acheter cette voiture et qui m'annonçait le prix, cette lettre n'a qu'une valeur cosmétique dans le processus de commande et de précommande de cette voiture. Je tenais à faire cette précision parce que beaucoup de commentaires m'ont à juste titre signalé que vu les prix annoncés de la Renault Mégane électrique et par rapport aux prestations offertes et par rapport à la concurrence en début d'année, il était tout à fait possible et envisageable d'annuler la précommande vu que la voiture n'était pas spécialement bien positionnée. Ce à quoi je vous avais répondu par écrit que j'avais pas besoin d'annuler puisque le document n'était aucunement engageant. Et ça, c'était la situation en début d'année 2022. Et là, au mois d'avril, les choses ont quand même pas mal évolué depuis. Notamment du côté de Tesla, puisque la Tesla Model 3 propulsion d'entrée de gamme a sensiblement augmenté ses tarifs et n'est plus du tout éligible à un quelconque bonus majoré de 6 000 euros, puisqu'elle dépasse allègrement les 45 000 euros désormais. Et puis quand bien même les délais de livraison sur ce modèle nous amènent allègrement à 2023. Donc que ce soit pour moi ou pour beaucoup d'entre nous, la Tesla Model 3 propulsion, ce n'est plus vraiment une option si on veut acheter une voiture électrique à peu près abordable et à peu près polyvalente en 2022. Les options qui nous restent sont assez vite vues, hein. On a du côté des Coréens Hyundai Kia qui propose d'un côté le Kona électrique toujours aussi compétitif même depuis 2018 et le Hyundai Ioniq 5 qui va bientôt arriver dans une version avec un petit peu plus de batterie qu'au lancement, avec la même capacité de batterie que la Kia EV6. Donc ce sera intéressant de voir si les prix augmentent à ce moment-là. Et du côté de chez Kia, on a le e-Niro toujours, avec une version complètement mise à jour pour 2022, et la Kia EV6. J'ai regardé un petit peu ces offres-là, et elles sont pas du tout inintéressantes. Je pense que je vais les étudier avec un peu plus d'attention, mais il y a quand même des points faibles que je relève. C'est que sur les véhicules compacts que sont le Kona et le e-Niro, la puissance de charge en courant continu est désormais assez faible par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. En 2018, atteindre 77 kW, c'était très bien, mais en 2022, ça commence à être assez faible. Kia nous a montré un nouveau Niro électrique qui conserve toute la chaîne de traction et la batterie de la précédente génération. Alors c'est tout à fait adapté même en 2022, sauf sur cette partie charge en courant continu rapide où on plafonne à 77 kW. Sur une EV6 de toute dernière génération qui annonce un temps de charge en courant continu, si une borne le permet, de 10 à 80% en 18 minutes. Sur un Niro tout neuf de 2022, on sera à plus de 40 minutes. Donc c'est quand même plus de 2 fois plus longtemps. Une autre option à moins de 45 000 euros, c'est la Volkswagen ID3, qui n'est plus disponible que dans une seule taille de batterie et une seule finition, placée tout juste en dessous des 45 000 euros, avec la pompe à chaleur en option. Donc ça peut être un petit peu compliqué, je pense, de négocier la version de l'ID3 avec la pompe à chaleur sous les 45 000 euros pour atteindre le bonus écologique de 6 000 euros. C'est peut-être jouable, mais ça doit dépendre, je pense, des stocks de Volkswagen et des concessionnaires. Les points faibles de l'ID3 en 2022 n'ont pas changé par rapport à 2021, surtout en ce qui concerne la finition et l'ergonomie. Mais par rapport aux coréennes, elle a l'avantage quand même de pouvoir se charger plus vite. Sur la batterie disponible de 58 kWh, on peut atteindre des puissances de charge au-delà des 100 kW, et donc des temps de charge de 10 à 80% sur une borne Unity par exemple, qui sont nettement plus raisonnables que pour un Kia Niro, même de toute dernière génération. Bon, au-delà de l'ergonomie et de la finition, cette Volkswagen ID3 partage un défaut avec les autres coréennes que j'ai citées tout juste avant, c'est que la recharge triphasée en courant alternatif, donc la recharge qu'on va utiliser soit pour chez soi, soit pour son lieu de travail, soit pour des bornes qu'on trouve sur les parkings en ville, cette recharge plafonne à 11 kW. Alors c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on peut faire sur les Renault ou sur des voitures beaucoup plus chères comme certaines Mercedes ou une Porsche Taycan,
où on peut atteindre les 22 kW. Et dernier défaut concernant l'ID3 à 58 kWh, c'est son autonomie homologuée WLTP, qui est sensiblement inférieure à ce que peut proposer Renault sur la Mégane ou Hyundai sur la Kona électrique. Et c'est ça qui m'a attiré dans la Mégane électrique quand elle a été présentée, c'est qu'on a un gabarit somme toute assez similaire à ce que peut être un Hyundai Kona ou une Volkswagen ID3, mais avec des capacités de charge supérieures en courant alternatif. La possibilité d'obtenir un chargeur triphasé à 22 kW, donc qui permet quand même de charger 2 fois plus vite sur les bornes, dans les parkings, en voirie, les bornes publiques. Et la bonne nouvelle par rapport aux informations que j'ai eues précédemment, la configuration de Renault Mégane que j'avais faite pour la précommande, donc qui était, on va dire, histoire d'avoir une configuration à peu près cohérente d'un point de vue autonomie, puissance de charge et équipement. Donc, pour rappel, c'était une version Techno Optimum Charge pour pouvoir bénéficier de la charge en courant alternatif à 22 kW, de la charge en courant continu à 130 kW, avec option pompe à chaleur et câble de recharge occasionnel. Cette configuration-là m'était annoncée à largement plus de 46 000 € et avec aucune remise ou négociation possible. Donc pas du tout éligible au bonus écologique. Ah oui, j'oublie, il y avait aussi la peinture Biton gris schiste sur le toit et rouge flamme sur la carrosserie que j'avais choisie. Et ça, c'est une peinture la plus chère sur la finition Techno, à 1 200 € l'option. Donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est que pour cette configuration-là, eh ben, les remises commerciales me font passer sous la barre des 45 000 €. On est à peu près 4% de remise actuellement. Et c'est suffisant pour passer sous la barre des 45 000 €. Alors ça en fait pas du tout une voiture abordable ou extrêmement compétitive, hein. J'ai absolument pas dit ça, mais au moins ça en fait quelque chose d'un peu plus cohérent par rapport à l'offre concurrente. Et si vous me suivez sur l'onglet communauté, je vous ai partagé à plusieurs reprises les évolutions concernant les offres qui peuvent être faites sur cette Renault Mégane. Il faut savoir qu'avant ces baisses de prix, sur lesquelles je vais revenir tout de suite après, Renault avait proposé sur la finition iconique de vous offrir la peinture métallisée et le pack Advanced Driving Assist qui comprend quelques aides à la conduite supplémentaires, dont une qui est pour moi assez importante, qui est le régulateur de vitesse adaptatif. Ça faisait quand même un avantage client de quasiment 3 000 € par rapport au prix catalogue initialement annoncé. Et donc depuis ce mois d'avril, cet avantage client s'ajoute à une baisse de prix qui atteint 910 € je crois sur la finition haut de gamme iconique et qui permet d'obtenir une Mégane iconique haut de gamme avec donc la peinture métallisée, ce pack Advanced Driving Assist et la grosse batterie à tout juste moins de 45 000 €. C'est bien, ça l'a fait rentrer dans le bonus, mais c'est pas spécialement une offre intéressante dans le sens où on n'a pas le chargeur triphasé à 22 kW, qui pour moi est indispensable si on a besoin de se dépanner sur une borne en courant alternatif sur un long parcours. Le chargeur de série fait 7,4 kW. Là, on peut se dépanner une demi-heure avec le 22 kW. Ça prendra 3 fois plus de temps avec le 7 kW. À ce niveau de prix, pour moi, c'est pas entendable de ne pas avoir le chargeur de 22 kW. Et aussi, même si la finition est annoncée à moins de 45 000 €, vous devrez toujours rajouter 300 € pour avoir un câble de recharge occasionnel. Donc si vous comptez faire des longs trajets avec votre voiture, aller en vacances par exemple, et que votre location n'a pas de borne pour les voitures électriques, vous avez juste une prise électrique, et ben sans câble de recharge occasionnel qui peut se brancher sur une prise standard, vous ne pourrez pas recharger votre voiture. Et enfin, cette offre iconique à moins de 45 000 € ne comprend pas de série la pompe à chaleur et vous devrez toujours rajouter 400 € derrière. Donc pas de pompe à chaleur, pas de câble de recharge occasionnel et pas de chargeur embarqué à 22 kW courant alternatif. Ça fait quand même 3 lacunes assez importantes concernant cette Mégane iconique supposée haut de gamme, toute option. Et si vous voulez le chargeur embarqué à 22 kW, Renault a pensé à vous, puisque la finition Techno a baissé de prix de 400 €. Elle était déjà en dessous des 45 000 €, mais la finition Techno, donc Optimum Charge avec le 22 kW de série, baisse de 400 €. Ça vous permet de rajouter la pompe à chaleur. Et avec un petit peu de négociation commerciale, vous aurez peu de peine à avoir le câble de recharge occasionnel avec. Et contrairement à la version iconique, vous n'avez que la peinture blanche de série, tout le reste est en option, voire même assez cher,
1200 € pour du biton métallisé avec le rouge notamment. Et vous n'avez pas d'offert le pack Advanced Driving Assist avec le régulateur de vitesse adaptatif. On n'a pas l'avantage client qu'on pouvait avoir sur la version iconique. Mais autrement que ces versions iconiques et techno très bien équipées, et autrement aussi que la version d'entrée de gamme équilibre qui est quand même assez dépouillée d'un point de vue équipement, vous n'avez pas par exemple le système complet Open Airlink sur cette finition. Si vous allez sur l'onglet professionnel du site de Renault et que vous allez sur le configurateur de la Mégane électrique via cet onglet, vous verrez apparaître la finition Evolution ER. Et cette finition Evolution ER a quand même beaucoup d'intérêt pour qui souhaite une voiture polyvalente sans chichi. Puisque avec cette finition, vous aurez 20 km d'autonomie en plus grâce à un pare-choc avant spécifique sans la lame Formule 1. Et c'est la seule qui combine le petit moteur de 130 chevaux avec la grosse batterie de 60 kWh. Et vous passez des jantes énormes de 20 pouces, définition techno et iconique. Cependant, en jouant avec les options et l'équipement de série, à part la caméra 360, vous pouvez équiper une finition Evolution ER quasiment aussi bien qu'une version techno ou iconique. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Surtout que grâce aux optimisations de ce pare-choc et de ce couple batterie-moteur propre à cette finition, Renault homologue sa voiture pour 470 km d'autonomie, là où les versions classiques, techno et iconiques sont plutôt autour de 450. Alors les défauts de cette version, c'est la présentation un petit peu plus simple de la finition. On n'a pas l'éclairage d'ambiance, on n'a pas les feux arrière usinés laser comme sur les technos iconiques. De série, on n'a pas de jantes en aluminium, on a des jantes 18 pouces avec enjoliveur. Et si vous voulez les jantes alu en option, vous êtes obligé d'avoir les pneus toute saison. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais bon, c'est des petits compromis qui pour moi, je pense, valent le coup. Si on est prêt à avoir une voiture soit blanche, soit grise, soit noire. À équipement équivalent par rapport à une techno, on sera un peu plus de 1000 € moins cher, donc ça commence à compter. Donc si je reste dans l'idée de commander la Mégane électrique, ce qui n'est pas du tout exclu, parce que je cherche toujours une voiture plus polyvalente que la Twingo, j'hésite entre deux versions. La première, c'est la version techno en blanc avec le pack Advanced Driving Assist qui permet d'avoir le régulateur de vitesse adaptatif, plus les options classiques pompe à chaleur et câble de recharge occasionnel. Donc cette version-là, compte tenu des remises du moment, est négociable à moins de 45 000 €, donc ça me permettrait d'avoir le bonus de 6 000 €, d'autant qu'elle serait livrable avant fin septembre. Soit cette version, soit la version Evolution ER, en blanc ou en gris, je sais pas trop, avec pareil, option siège chauffant, volant chauffant, pack Advanced Driving Assist pour avoir le régulateur de vitesse adaptatif, câble de recharge occasionnel et pompe à chaleur. Donc là, la voiture serait entre guillemets, vraiment entre guillemets, un petit peu moins jolie. On n'aura pas la signature lumineuse à l'avant ou à l'arrière, on n'aura pas l'éclairage d'ambiance, on n'aura pas les jantes aluminium, mais on gagne quand même 20 km d'autonomie, des pneus qui font moins de bruit en 18 pouces, un ciel de toit clair dans l'habitacle au lieu d'avoir du ciel de toit noir comme sur les technos et iconiques, donc ça c'est pas mal non plus. Une version somme toute plutôt pas mal et on va dire un bon millier d'euros moins cher que la version techno. Alors qu'est-ce que j'attends pour passer commande ? Plusieurs choses. Tout d'abord, c'est de pouvoir essayer la voiture une fois que les concessionnaires l'auront reçue. Je vais essayer d'avoir la voiture quand même un bon moment pour voir si, au-delà de la qualité de conduite, elle est convenable au niveau autonomie, consommation et tout le reste. J'attends de voir aussi dans quelles conditions je peux faire reprendre la location de ma Twingo, histoire de ne pas être perdant trop au niveau financier sur le leasing. Et j'attends de voir aussi si par un quelconque miracle, une concurrente arrive, telle la Tesla Model 3 qui repasserait à moins de 45 000 €. Je pense qu'on peut toujours rêver, mais on ne sait jamais. Donc dites-moi ce que vous pensez des configurations que je vous ai présentées pour la Mégane électrique. Alors j'ai bien conscience que ça reste une voiture chère, mais dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la concurrence qui existe à l'état actuel, c'est-à-dire pas grand-chose. Est-ce que ça pourrait correspondre à vos besoins ? Je suis toujours très intéressé de lire vos commentaires par rapport à ça.
Ne manquez pas de me suivre sur l'onglet communauté où je publie quelques actualités lorsqu'une vidéo ne se justifie pas. Merci encore pour vos partages et vos abonnements. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.